Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Le récent scrutin fédéral a marqué un changement significatif en Gaspésie, les îles de la Madeleine-Matane, Listigouge, avec l'élection d'Alexis Deschênes du Bloc québécois, mettant fin à une décennie de règne libéral. Quelques jours à peine après sa victoire, et alors qu'il est en pleine installation à Ottawa, il nous rejoint pour analyser ce résultat. Il discutera de ses priorités immédiates, de la mise en place cruciale des services aux citoyens sur ce vaste territoire, aux grands dossiers régionaux comme la carte électorale ou le retour du train, sans oublier les enjeux socio-économiques actuels. J'avais une question pour commencer un petit peu la discussion. On a vu que depuis 2015, je crois, justement, où il y a eu la candidate sortante libérale Diane Leboutillier qui avait justement qui ne cessait que d'accroître justement ses pourcentages d'appui. Là, je pense qu'on était passé de 39 à 40 à 46. Puis là, il y a eu un renversement de vapeur, comme on dit. Comment est-ce que vous expliquez ça justement, qu'on est passé que ça s'est renversé comme ça la situation? Il y en a qui parlent le territoire a changé beaucoup aussi. Alors c'est selon vous, qu'est-ce que ce serait quoi l'information à ce sujet-là? C'est sûr que c'est quand même assez difficile à dire parce qu'on parle de dizaines de milliers d'électeurs. Hein? On parle de 95 000 électeurs, 60% qui ont voté. Donc, on est dans à peu près 50 000 personnes là, qui ont voté. Nous recevrons les résultats détaillés pôle par pôle là, dans les prochains jours. Ça nous permettra de voir un peu peut-être les dynamiques secteur par secteur. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lors de cette campagne, j'ai senti un désir de changement. Alors ça, il y avait ça. Ça faisait 10 ans que les gens étaient représentés par le Parti libéral du Canada, puis on sentait un désir de changement. Maintenant, il y avait aussi des vents contraires. Il y avait la peur qui était disséminée par les menaces presque quotidiennes de M. Trump. Alors, il y avait ça. Il y avait finalement aussi donc une espèce de contexte qui était vraiment particulier. Qu'est-ce qui fait que les gens ont décidé de me faire confiance et de faire confiance au Bloc québécois? Je pense qu'ils n'ont pas cédé à la peur, qu'ils ont tendu l'oreille et qu'ils ont accepté. Et grâce à nos médias régionaux comme vous, on a la possibilité dans l'Est du Québec, Gaspésie, Matane, les îles de la Madeleine, on a la possibilité de parler avec les électeurs et pas seulement que ce soit les nouvelles avec les chefs au national. On a une discussion régionale sur le rôle du député. Est-ce qu'il faut absolument que le député soit au pouvoir? Quel est le rôle du député? Quel est le lien entre l'appartenance politique du député puis les investissements fédéraux? Alors, ce sont toutes des conversations vraiment importantes sur la base, finalement, du système politique et qu'on a pu avoir avec les électeurs. Et je pense que les électeurs ont tendu l'oreille et ils ont décidé, cette fois-ci, dans un nombre vraiment important, de faire confiance à un député, oui, qui serait dans l'opposition, mais qui fera preuve d'écoute, qui va mobiliser, qui va agir, qui va porter les luttes citoyennes sur ses épaules avec les gens de la place et qui va travailler comme ça pour faire avancer nos intérêts à Ottawa. Et c'était essentiellement le message qu'on proposait. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça a bien fonctionné, que les gens ont embarqué dans ce projet-là. Et moi, ce qui me touche, c'est que depuis la campagne électorale, les gens me tapent sur l'épaule puis me disent « J'ai gagné mon vote ». Alors, j'aime beaucoup constater que c'est la victoire des électeurs, que c'est la victoire d'un nombre impressionnant de gens qui ont cru dans ce message politique-là. Et maintenant, c'est leur victoire. Et moi, c'est un immense honneur de les représenter à Ottawa et d'avoir le mandat de défendre leurs intérêts. Puis en parlant de représentativité justement et accès à la population, je sais que vous faisiez partie justement de ceux qui se sont battus fort pour que le territoire ne soit pas forcément modifié. Maintenant que vous êtes élu, c'est quoi votre position là-dedans et est-ce que c'est quelque chose auquel vous allez continuer à défendre ou comment ça va se passer? Ma position ne change pas. Le dernier redécoupage a violé les droits politiques des Gaspésiens et des Madelinots et nous a fait perdre une voix à Ottawa, en plus de créer une circonscription qui, à mon sens, puis je pense au sens de tous les gens là, sur le territoire, est trop vaste. Alors, ce recours-là, judiciaire, nous allons le maintenir sous réserve de ma capacité comme député de continuer à mener ça. Ça, il faut que je vérifie cet aspect-là.
mais je l'ai pris comme citoyen. Alors moi, mon intention, à moins qu'il y ait des obstacles légaux à ça, mon intention, c'est de poursuivre ce recours-là et de pouvoir aller le plaider moi-même en cour d'appel fédéral à l'automne parce qu'on ne lâchera pas là-dessus. Et ce qu'il faut, moi, ce que j'ai, c'est le mandat de défendre les intérêts des Gaspésiens, des Madelinots, des gens de Matane. Et leur intérêt, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de représentants élus à Ottawa et d'avoir aussi une facilité d'accès aux députés. Alors, on lâche rien. Je me suis aussi engagé dans la campagne électorale à préparer un projet de loi qui viserait à trouver une solution politique. Donc, moi, ce que je veux, c'est poursuivre la bataille sur le chemin juridique, mais également l'ouvrir sur le chemin politique, travailler à déposer un projet de loi, puis après ça, qui viendrait protéger le poids politique des régions, des circonscriptions rurales, et d'aller chercher le plus possible des appuis de la part des autres partis. Donc, c'est un chantier que je vais démarrer dès que possible, dès que les choses s'avancent, parce qu'on est à quelques jours là, de l'élection. Je vous parle d'une chambre d'hôtel d'Ottawa, j'ai pas encore de bureau, j'ai pas encore de téléphone, j'ai pas encore d'ordinateur. Alors, tout ça est encore à établir. Mais c'est une intention que j'ai là, de prendre la bataille juridique, de la continuer, également d'aller sur le chemin politique pour tenter de trouver une loi, de faire adopter une loi qui permettrait de régler le problème et de respecter finalement la différence régionale. Puis je sais que là, comme vous dites, vous êtes en mode installation, mais une fois que vous serez comme plus déjà plus décollé, est-ce que je sais que vous avez cité déjà plusieurs dossiers auxquels vous aviez priorité lors de la campagne, mais maintenant que tout ça est concret, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez nous partager auquel vous voudriez vous attaquer assez rapidement quand vous allez démarrer? Ce que j'aimerais dire aux gens de chez nous, là, c'est que la priorité, c'est d'établir une équipe forte et compétente et efficace pour donner un service aux citoyens. Alors, si vous avez un problème avec l'assurance-emploi, si vous avez un problème avec la pension de vieillesse ou un problème avec l'immigration, ce que je veux, c'est d'avoir une équipe qui va être bien répartie sur tout notre grand territoire et que vous puissiez appeler, parler avec une voix humaine, puis rapidement, on va s'occuper de vous, puis on va tout faire pour vous aider, parce que c'est un des grands problèmes qu'on a. Parler à la fonction publique fédérale lorsqu'on a un citoyen, c'est extrêmement difficile. Il y a bien des gens qui n'y arrivent pas ou qui vont se décourager. Or, nous, au bureau de députés, on aura des lignes dédiées qui nous permettent de rentrer plus rapidement en contact. Alors ça, c'est ma priorité. Je travaille là-dessus. Je veux juste que les gens comprennent que ça va me prendre quelques jours, peut-être semaines, parce que on a peut-être 5 bureaux à ouvrir. Alors, il faut trouver ces bureaux-là, il faut les aménager. Et puis après ça, il faut embaucher une équipe. Alors, j'ai déjà identifié certaines personnes, mais il m'en reste encore à embaucher. Et comme je vous dis, là, je suis à Ottawa, j'ai pas encore, en fait, je suis même pas encore député assermenté. Ça va se faire la semaine prochaine ou l'autre. J'ai une formation cette semaine à Ottawa, jeudi, vendredi, où là, je vais avoir accès à toute l'information. Quel est le budget exactement dont je dispose? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors, l'objectif est très clair, ma destination est très claire. Mon but, c'est de m'y rendre le plus vite possible. Je veux juste dire aux gens, si vous nous envoyez des demandes, on en reçoit beaucoup présentement, on les reçoit, on les perd pas, mais ça va me prendre un peu de temps pour établir là, la structure. Ça me prendra pas des mois, ça va me prendre quelques semaines. Alors, je demande de la patience, mais je vous assure que ma priorité, c'est d'être là pour les citoyens. Maintenant, sur les dossiers régionaux, on peut aller là-dessus également. On a pris plusieurs engagements basés vraiment sur les besoins de la communauté lors de cette campagne électorale. Alors, dès que je suis installé dans un bureau, on va en faire la liste, puis on va se faire un plan d'action pour chacune de ces propositions-là. À très court terme, c'est sûr que le retour du train de Via Rail jusqu'à New Carlisle, c'est une priorité. Le rail sera fonctionnel en septembre ou moins. Via Rail refusait jusqu'à tout récemment de reprendre le service alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Alors ça, je veux travailler sur cet enjeu-là. Maintenant, mais tous les engagements qu'on a pris sont importants. Intégrer le phare de Cap-des-Rosiers au parc Forillon, trouver une façon de le restaurer, ça aussi, il va falloir qu'on regarde ça rapidement. Encore là, je veux dire aux gens, tant qu'il n'y a pas de conseil des ministres qui est nommé, et puis que moi, je suis pas assermenté, ben c'est sûr qu'on est dans une phase de flottement. Mais normalement, semaine prochaine, il va y avoir un nouveau conseil des ministres, et là, ben, ça va être d'identifier aussi au Bloc québécois les dossiers qu'on me confie. Là, ça va être de structurer une relation avec les décideurs en place pour être capable d'apporter ces dossiers-là. Ensuite, j'ai pris un engagement pour que Radio-Canada ouvre des postes de correspondants dans les territoires moins bien desservis. C'est quoi qu'on veut faire également. Il y a l'industrie forestière qui me préoccupe parce qu'on nous annonce des droits compensatoires qui pourraient arriver au mois d'août
ou septembre. Alors, je pense qu'il faut rapidement discuter avec le gouvernement en place pour s'assurer qu'on ait un programme d'aide si ces droits-là sont effectivement imposés. Il y a aussi la diversification dans le domaine des pêches. Le secteur des pêches vend beaucoup de ses produits aux États-Unis, plus de 80%. Là, pour le moment, il n'y a pas de tarif aux États-Unis. Puis ce qu'on voit, c'est que pour la saison du crabe, ça va bien. On va connaître bientôt là, le prix pour le homard. Mais il faut avoir une vision long terme et se dire, si on pouvait avoir d'autres partenaires commerciaux que les États-Unis, qui vont toujours demeurer un marché important, mais si on pouvait diversifier, ça nous rendrait plus forts, plus solides. Alors ça, on réclame du financement fédéral pour permettre des missions de commercialisation. Alors c'est ça, voyez-vous, tout ce qu'on a décidé, tout ce qu'on a dit qu'on ferait en campagne électorale, on va le faire. On va se faire une liste, on va se faire un plan d'action dès qu'on a là, tous les moyens et toute l'équipe en place là, pour le faire. Puis je terminerai peut-être sur une question que je me fais poser beaucoup, justement, souvent lors des entrevues, parce que j'ai beaucoup d'entrevues avec des organismes à but non lucratif et des organismes communautaires qui couvrent notre territoire, qui sont là souvent pour supporter le côté social de notre population. Est-ce que, parce qu'en ce moment, c'est des situations qui sont économiquement très difficiles, je sais pour tout le monde, et comment vous voyez l'avenir et puis la possibilité que le bloc maintenant est présent ici et le fait qu'au niveau fédéral, le bloc a fait un certain pourcentage et la possibilité que l'économie, on va dire, retourne à quelque chose qui soit moins stressant, moins sous pression pour l'ensemble déjà de la population en général, mais je sais que les organismes, beaucoup en particulier, ont du mal à trouver de l'argent pour vivre. Le financement. Oui. Il faut départager le rôle du gouvernement du Québec et le rôle du gouvernement du Canada. Alors, c'est sûr que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer, il le joue déjà. Et là-dessus, c'est plus là, les représentants du gouvernement élu, de la CAQ ou n'importe quel député de l'Assemblée nationale de voir. Pour ce qui est au niveau fédéral, nous, au Bloc québécois, moi, premièrement, je suis avocat à l'aide juridique jusqu'à il y a une semaine. Je suis très conscient de la précarité financière, du fait qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent ou qui tentent d'arriver avec des revenus qui sont absolument inadéquats, autant au niveau de la pension de la vieillesse que de l'assurance emploi. Et ça, c'est vraiment des champs d'intervention du gouvernement fédéral. Nous, ce qu'on réclame, c'est notamment au niveau de l'assurance emploi, d'augmenter le montant qu'on verse aux gens. Au lieu que ce soit 55% du salaire, que ce soit 60% du salaire. Et vous savez, c'est déjà pas si généreux que ça. Là. Il y a des pays en Europe qui offrent beaucoup plus que ça, 90 ou 80% du salaire. Ça, c'est une revendication du Bloc québécois. Et ensuite, pour la question des aînés, conditions de vie des aînés, ça a toujours été une priorité pour le Bloc québécois. Moi, comme avocat à l'aide juridique, j'ai représenté beaucoup d'aînés et je voyais le montant qu'ils avaient pour arriver là, avec la pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti. C'est très peu, surtout face à l'augmentation du coût de la vie. Alors là-dessus, ce qu'on demande au Bloc québécois, c'est d'augmenter la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans, l'augmenter de 10%. Parce qu'il y a quelques années, le gouvernement libéral l'a augmenté de 10% pour les 75 ans et plus. Alors ça, c'est une revendication qu'on a au Bloc québécois. Ce sera un déboursé total à la grandeur du Canada de 3 milliards de dollars. C'est moins que le dernier bonbon électoral qui a été donné par M. Carney le 22 avril à tout le monde, sauf les Québécois, entre autres. Et donc ça fait partie de nos revendications. Maintenant, quelle sera notre capacité d'influencer le gouvernement? C'est sûr qu'on en a une parce qu'il y a un gouvernement minoritaire. Et le Bloc québécois, avec le NPD, détient la balance du pouvoir. Maintenant, comment va s'articuler ce gouvernement minoritaire? Comment se feront les choses? Il est trop tôt pour le dire. L'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une rencontre entre Mark Carney et Donald Trump aux États-Unis et on est toujours dans cette période d'incertitude économique. On ne sait pas. M. Trump était un peu plus calme, on dirait, là, ces dernières semaines, mais là, il est reparti de plus belle. Alors, je comprends l'inquiétude des gens. Pour le moment, les données économiques par rapport au chômage, où on voit une réduction là, de la croissance économique. On n'est pas encore dans une récession. Les dernières prévisions du Fonds monétaire international nous disent qu'on prévoit un ralentissement économique, mais on serait moins vers une récession. Maintenant, on vit beaucoup d'incertitudes. Alors, comment est-ce que tout ça va nous affecter? Il va falloir réagir lorsqu'on le verra. Mais je pense que, disons, si on regarde là, pour les prochains mois, ce qui est important dans nos régions, c'est le tourisme.
et la saison s'annonce bonne. Et c'est tant mieux. Il semble avoir beaucoup de Québécois là, qui vont venir prendre leurs vacances chez nous en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. Peut-être aussi des Américains qui vont venir parce que le taux de change est bon pour eux. Alors, à court terme, je pense que pour l'économie, puis là, ce qu'on voit, c'est que la saison de pêche jusqu'à date pour le crabe, comme je disais, c'est bon. Le homard, on attend de voir le prix, mais la ressource est là, il n'y a pas de tarif. Donc, à court terme, je vous dirais, on peut quand même, si on regarde là, tu sais, au niveau de la pêche, les saisons de pêche semblent s'enligner correctement. Au niveau touristique, je pense qu'on peut être optimiste, on peut espérer une bonne saison touristique. Ça nous amènera à l'automne, et on verra ce qui arrive pour l'industrie forestière. Donc, c'est une période où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de flottements, et ce que ça va prendre, et moi, ce que je veux faire, c'est ça, c'est d'être très alerte, très à l'écoute, vraiment rester très bien informé, et on va réagir selon ce qui se passe. Mais l'arrivée de M. Trump a vraiment créé là, une grande zone d'incertitude. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Deschênes, pour votre temps. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre intérêt. Puis sachez que je serai disponible, j'en serai capable.